J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les actus crypto en général. Évidemment, je vais vous parler de l'ETF Ethereum Spot. Alors là, j'en parle avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est finalement validé par la SEC? Vous regardez ça mardi. Évidemment, vous savez, pour moi, on est mercredi 22 mai. Pour l'instant, je ne sais pas. On n'a pas de réponse définitive. Mais, a priori, à la surprise générale, l'ETF Ethereum Spot devrait être validé. Donc, je vais parler de ça. Et aussi des conséquences. Ensuite, est-ce qu'on va aller vers une alt season? Enfin, je vous en parle aussi depuis pas mal de temps. Et finalement, ça peut être cohérent avec pas mal d'analyses techniques que je vous ai présentées ces derniers temps. Donc peut-être que oui. Et jusqu'où irait le prix de l'ETH en 2024? Je vous ai aussi posé la question. Je cherche à connaître votre ressenti. On va aborder ces points-là. Faire une rapide analyse du marché, toujours pour se situer dans le cycle. Et je terminerai avec une réflexion. Les influx crypto sont-ils tous des menteurs? Le but, ce sera d'élever le débat aussi. Et se rendre compte que ça concerne pas forcément que les cryptos et que ça concerne pas forcément que les influx crypto. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour cette réflexion. Revenons donc à ces ETF Ethereum Spot. Je vous en avais parlé la semaine dernière et si vous suivez, vous vous souvenez peut-être, je vous avais parlé de Sinis qui m'avait fait remarquer qu'il y avait des signaux faibles qui laissaient entendre, contre toute attente à ce moment-là, que l'ETF Ethereum Spot serait validé parce qu'il y avait des modifications qui étaient faites au niveau du stacking, etc. dans le dépôt de la demande d'ETF Ethereum Spot. Et finalement, effectivement, d'un coup, la probabilité d'une acceptation d'un ETF Ethereum Spot augmente de 25 à 75% d'après Eric Balchunas, qui est spécialiste sur les ETF. Alors a priori, oui, on se dirige vers une validation de l'ETF, j'emploie le conditionnel, vous mardi, là, vous savez, moi je ne sais toujours pas, alors je reste prudent, mais comme l'a fait remarquer Cryptomatrix, dès que ça s'est su, dès que on a commencé à se dire, oula, en fait, ça va être validé, il y a eu un pump du marché, et en particulier de l'ETH, qui a imprimé en seulement environ 4 heures le market cap total de Solana. C'est énorme, et en 24 heures, c'est plus 71 milliards. Donc c'est un sacré pump, plus 20%. Je vous ai donc demandé, alors en plus avec ce réveil de l'ETH, ça paraît plutôt pertinent de se poser la question, surtout si l'ETF est validé, clairement. Si l'ETF Ethereum Spot est validé, est-ce qu'on part en alt season? Et cette réflexion, je ne l'ai pas dit hier, sans mauvais jeu de mots, parce que j'ai fait ce tweet hier, mais en fait, je m'étais déjà posé la question au mois de mars, le 4 mars, je m'étais un peu projeté sur cette date du 23 mai, mais je me suis dit, attends, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce que ça peut dire pour ton portefeuille, pour mes cryptos, en fait? Quelles pourraient être les incidences d'une validation ou d'une invalidation de l'ETF? Et ma réflexion, c'était que si l'ETF Ethereum Spot était validé par la SEC, ça pourrait marquer le début d'une grosse alt season. Par contre, si l'ETF Ethereum Spot était refusé, ça pourrait marquer plutôt les alts qui prendraient cher et une BTC dominance qui s'envolerait. Donc décision de la SEC le 23 mai. Voilà, dites-moi dans les commentaires, vous qui êtes sur YouTube, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si ça a été validé, vous écrivez youpi, comme ça validera l'algorithme aussi. Et si ça n'a pas été validé, je sais pas, faites-moi part de votre désarroi. En tout cas, déjà au mois de mars, je vous avais demandé votre avis concernant cette validation de l'ETF Ethereum Spot. Pour vous, est-ce que ce serait validé ou non en mai? Et la majorité a répondu oui, à 43,4%, vous avez opté pour une validation. Donc finalement, alors je sais pas, vous me direz ça aussi en commentaire, est-ce que la majorité a toujours tort ou est-ce que cette fois-ci elle a eu raison? Voilà, vous me direz ça en commentaire pour pousser l'algorithme, merci, je compte sur vous. Et moi, mon avis là, à ce stade, tant que ce n'est pas fait, je dois vous dire que finalement, je ne sais pas. Par contre, je vous rappelle, comme ce que je vous disais la semaine dernière, alors que la semaine dernière, a priori, tout pointait vers soit une invalidation, soit un report de l'ETF. Je vous disais déjà dans ma vidéo de la semaine dernière que la vérité, elle est évolutive. La vérité de la semaine dernière, c'est plus celle, du coup, forcément, d'aujourd'hui. Et c'est pas forcément non plus celle de la semaine prochaine. Donc, dites-moi en commentaire, c'était quoi la vérité finalement? Allez, voilà, poussez l'algorithme. Je sais pas si vous avez compris le message. Je pense qu'il est passé. Peut-être que ce revirement, en tout cas, je pense que ça a joué très certainement. Il y a une influence. C'est aussi dû aux élections US. Il y a Trump
qui maintenant se montre crypto-friendly, il a lancé une collection NFT, il accepte les paiements en Bitcoin pour sa campagne électorale, donc il se montre pro-crypto, très probablement pour choper des électeurs et des voix. Du coup, ça oblige peut-être le camp adverse des démocrates à mettre de l'eau dans leur vin au sujet des cryptos, parce que eux, a priori, ils sont pas très crypto-friendly dans l'ensemble, et peut-être que ça aurait une influence sur la décision de la SEC. Donc aussi, voilà, ce qu'il y a à retenir, hein, c'est que les politiques, ils vont aussi dans le sens, pas forcément du vent, mais des voix, voilà, un peu comme des girouettes, et faut pas forcément les croire quand ils se disent crypto-friendly, hein. Comprenez que c'est aussi électoral tout ça, même s'il y en a sûrement qui doivent être sincères à un moment, hein. En tout cas, si le raisonnement se tient, ce raisonnement-ci que j'avais eu en mars, et puis si c'est validé, finalement, cet ETF, ce qui devrait se passer, effectivement, ça devrait être le démarrage d'une alt season. Bitcoin devrait passer le flambeau à Ethereum, ensuite ce sera les grosses capitalisations, ensuite les capitalisations moyennes, ensuite les petites capitalisations, et quand on sera dans l'euphorie, quand tout pètera, les petits market cap qui feront des fois 50, des fois 100, eh bien ce sera vraiment, on sera en plein dans l'alt season. Là on pourra vraiment le dire, on l'aura eu l'alt season. Pour l'instant c'est toujours du conditionnel, on verra si ça se passe comme à chaque cycle, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe par le passé. Alors je vous ai dit maintenant qu'on est presque sûr, vous savez, je vous le répète, vous savez, mais moi pas encore. Maintenant qu'on est presque sûr que l'ETF Ethereum Spot sera validé, voyons à quel prix pourrait aller l'ETH. Je vous ai posé la question pour avoir votre ressenti. C'est quelque chose que j'avais déjà demandé déjà il y a des mois l'année dernière, et puis ça peut être bien de voir au cours du temps est-ce qu'il y a des choses qui changent, votre ressenti, etc. J'aime bien avoir l'avis global des gens, et je pense que ça peut aussi vous aider à vous situer par rapport aux autres. C'est aussi pour ça que j'ai fait un sondage, et je l'ai fait avec vos réponses. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se dégageait, un petit peu un point charnière, si j'exprime bien ça, mais en gros c'est soit moins de 10K en dollars évidemment, soit plus de 10K pour l'ETH. C'est ce qui s'est dégagé des réponses, et vous êtes 2 tiers à avoir l'ETH à moins de 10K d'ici la fin de l'année. Après on sait pas pour le top, hein, mais en tout cas pour la fin de l'année. Voilà, ça peut être instructif, notamment peut-être pour savoir quand prendre ses profits et ce genre de choses, hein. Voilà, c'est pas juste des questions débiles pour faire de l'engagement, même si ça génère de l'engagement, je le sais bien, et ce sera lié à ma réflexion finale, vous verrez. Maintenant, constatons certaines choses pour se situer dans le cycle, ou en tout cas essayer. D'après le CIO de CryptoQuant, qui fait donc de l'analyse on-chain, on se trouverait avec le Bitcoin au milieu du cycle haussier. Voilà, première indication, où est-ce qu'on se situe au milieu. Deuxième point pour se situer, de Titanov Crypto, lui il se base sur le P-cycle, et en gros il dit le bull run est loin d'être terminé. En fait, on vient juste de faire un retest sur la moyenne mobile, comme on voit ici là, sur le trait rouge, ça a rebondi, donc enfin a priori, hein, ce serait en train de rebondir. Déjà si vous regardez la vidéo sur YouTube mardi, peut-être que vous avez déjà plus d'éléments de réponse pour savoir si ça rebondit bien ou non. Mais le rebond il est pas forcément immédiat, hein. Ça va pas faire forcément comme ça là, comme sur son graphe, hein, en mode to the moon, hein. Autre chose pour se situer encore, une analyse de CryptoCoin, il se dit tiens bah pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les retracements de Fibonacci pour essayer de voir jusqu'où le prix du BTC va aller sur ce cycle. C'est vrai que c'est pas con, ça peut marcher, surtout sur des long time frames, et sur les précédents cycles, ça fonctionnait pas trop mal. Sur les précédents cycles, on pouvait voir qu'en gros, le top s'arrêtait sur les 618, 61,8, on appelle ça comme on veut, je m'en fous un peu hein, du nom des indicateurs, mais du coup, le trait rouge, voilà, c'est plus simple quand on parle comme ça. De toute façon, pour la plupart d'entre vous, hein, vous préférez que je vous parle en termes de traits bleus, de traits rouges, de lignes oranges, de cercles verts, je sais pas, ce genre de choses, c'est peut-être plus parlant. Pour le deuxième cycle, même topo, le top s'est arrêté sur le trait rouge, donc comme quoi les retracements de Fibo, ça peut être utile. Par contre, sur le précédent cycle, ça s'est arrêté sur le trait bleu, sur les 1,618 de Fibo. Donc pour le prochain cycle, enfin le cycle en cours plutôt, en utilisant toujours des indicateurs qui peuvent fonctionner, ou en tout cas nous donner des indications, puisque c'est le sujet, on essaye de se situer, même si c'est pas parfait. Si ça va jusqu'au trait bleu, on pourrait atteindre les 159 000 $ sur le BTC. Voilà, ça peut déjà vous donner un ordre d'idée, hein, toujours aussi pour essayer de savoir quand, comment prendre ses profits, comment se positionner, à quel moment on est dans le cycle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre régulièrement. Puis bon, après, si ça va jusqu'au trait rouge, comme sur le cycle 1 et 2, ça pourrait aller beaucoup plus haut, je sais pas combien, mais a priori, plus de 500 000 $, ça me paraît excessif, ça me paraît vraiment beaucoup. Perso, à ce stade, ça m'étonnerait, mais c'est mon impression comme ça. On peut toujours espérer être surpris, hein, surtout quand c'est des bonnes surprises. Après, il y a quand même des éléments qui peuvent aller dans le sens d'une belle augmentation du prix, et puis en tout cas
minima, ça nous laisse penser que le cycle n'est pas terminé. Le nombre de bitcoins disponibles sur les exchanges atteint son point le plus bas depuis 5 ans. On voit bien ça sur le graphe, on est tout en bas. Donc le topo, il est simple. Si le nombre de BTC, il y en a peu, c'est rare, l'offre disponible est faible. Si on est toujours en bull run, a priori, hein, c'est ce que confirment pas mal d'analyses techniques, le sentiment de marché, a priori on se dit tous qu'on est toujours en bull run, la demande devrait augmenter et on n'a pas vu encore l'euphorie, hein, le max de la demande justement. Donc une offre rare, peu élevée, une demande assez élevée et même qui tendrait à augmenter, bon bah tout ça, ça nous mène vers une augmentation du prix. Voilà, c'est quelque chose de simple, c'est les fondamentaux de l'économie. Ces derniers temps, avec la correction du BTC, le nombre d'entrées sur les ETF Bitcoin Spot avait diminué, il y avait même eu des sorties. Alors ça peut être dur à voir, à percevoir exactement, mais ça c'est les flux justement sur les ETF BTC Spot. Et grosso modo, ça a baissé aussi, ça a corrigé, il y a eu moins d'entrées sur les ETF, puis de nouveau on re-rentre dans des flux entrants, il y a de l'argent qui commence à re-rentrer sur l'ETF Bitcoin Spot. Donc voilà, des volumes entrants, peut-être un redémarrage du BTC, c'est ce que ça laisserait penser. Un point aussi qui est important, c'est les lois qui sont votées. En dehors de l'ETF Ethereum Spot, il y a d'autres enjeux en ce moment qui concernent les cryptos aux États-Unis. Il y a eu un revers pour la SEC. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ou en tout cas, ça empêche une mauvaise nouvelle pour le secteur crypto. Il y a le Sénat qui a voté pour annuler le SAB 121, qui doit imposer de nouvelles règles comptables aux entreprises conservant des cryptos. Donc les entreprises qui ont des cryptos dans leur trésorerie. Et en ayant de nouvelles règles comptables, ça pourrait mettre des bâtons dans les roues des entreprises, donc freiner l'adoption. Si c'est plus compliqué comptablement pour les entreprises, ça peut faire réfléchir à deux fois. C'est comme pour vous. Si on vous dit vous allez passer par tel formulaire, telle complication administrative, si vous êtes même pas débutant, si vous êtes curieux au sujet des cryptos, déjà ça peut mettre une barrière à l'entrée et vous rebuter. Eh bien c'est un revers pour la SEC. Le Sénat a voté pour annuler cette nouvelle règle, cette nouvelle loi. Donc finalement ça passera pas. Et ça finalement c'est une bonne nouvelle. Il y a un autre point que relève Esprit Cryptique, le FID 21, c'est le projet de loi majeur sur la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. Ça vise à créer un marché structuré pour les crypto-monnaies en offrant un cadre plus clair. Donc c'est le contraire en fait de mettre des bâtons dans les roues comme on l'a vu avant. Et puis comme on a vu aussi précédemment, vu que peut-être les démocrates veulent se montrer un peu plus crypto-friendly, ça pourrait nous aider, en tout cas arranger le secteur crypto. Le projet de loi du coup pourrait passer. De ce que j'ai compris, ça doit être voté cette semaine, donc vous le saurez peut-être déjà la semaine prochaine si vous regardez sur YouTube. Un autre point qui est intéressant et qui révèle ô combien maintenant ça y est, la finance a adopté Bitcoin, ça y est, c'est devenu legit. En tout cas, pour les acteurs institutionnels, c'est quelque chose de clair, même si c'est pas encore le cas pour les particuliers, hein. Je vous ai dit, on n'est pas encore dans l'euphorie. Good Value nous dit qu'il y a 937 institutions financières qui ont déclaré avoir acheté de l'ETF Bitcoin Spot au premier trimestre 2024. Presque 1000, c'est beaucoup, hein. La semaine dernière, on entendait la BNP qui avait aussi acheté de l'ETF Bitcoin Spot. Et voilà, ça montre vraiment, ça y est, c'est légitime, ça y est, c'est bon. Voilà, applaudissez dans les commentaires, voilà, c'est bon pour l'algorithme. Un autre truc qui est plutôt sympa, toujours au niveau des lois et des États-Unis, l'Oklahoma adopte un projet de loi protégeant les droits fondamentaux de Bitcoin. Le droit d'utiliser des wallets self-hosted, donc auto-hébergés, que vous possédez directement, des hardware wallets, des ledgers. Voilà, ça c'est un droit. En Oklahoma, on pourra pas venir vous confisquer vos cryptos, venir chez vous et vous demander est-ce que vous avez caché une ledger dans la cave, quoi. Et en plus, les habitants peuvent maintenant payer des biens et des services en crypto sans payer de taxes additionnelles. Ça, c'est le genre de mesure qui devrait favoriser le secteur crypto. S'il n'y a pas de taxes, ça devrait aider les entreprises du secteur. Les projets qui se montent, les projets de paiement par exemple, voilà, ça facilite l'adoption des crypto-monnaies. En tout cas, dans un état des États-Unis. Mais, sait-on jamais, ça pourrait donner des idées dans d'autres états, et puis surtout, avec les élections, etc., vous avez compris. Et aussi, une fois que les élections auront eu lieu, en novembre 2024, il faudra voir ce qui se passera ensuite. Je termine maintenant sur une réflexion. Et c'est une réflexion qui va bien au-delà des cryptos, qui va bien au-delà de YouTube, même des réseaux sociaux, de X, etc. Je vais vous parler des influx crypto qui vous mentent, qui jouent un rôle pour vous plaire et qui font semblant. Mais on va voir, ça concerne pas que les influx crypto. Je prends plusieurs exemples, et c'est pas forcément pour pointer du doigt ou dire du mal des influx crypto. De toute façon, il y a des gens qui me traitent d'influx et qui disent du mal de moi. C'est plutôt pour faire de la philosophie, vous savez, moi j'aime bien élever le débat un petit peu. Donc prenons des exemples de tromperies, de mensonges, ou quand les influx crypto jouent un rôle. Par exemple, quand ils prétendent savoir où va le marché, alors qu'en fait,
fait, soit ça monte, soit ça descend, hein, c'est très simple. Quand ils font semblant d'être tous copains, alors que c'est pas vrai du tout, il y a des mythos aussi. Quand ils vous font croire que s'ils en sont là, c'est seulement grâce à eux, alors qu'en fait, il y a du copinage, des trucs que tout le monde ne sait pas, des trucs qu'on ne voit même pas. Ça existe, et ça existe partout, pas que dans la crypto, pas que chez les influx. Quand ils vous souhaitent un good morning mécaniquement, sans le penser, parce que quand on le fait mécaniquement et quand on le fait souvent, ça peut être dur, hein, on le pense pas vraiment sincèrement tout le temps. Et en plus, ça peut dénoter un manque d'inspiration pour faire un tweet original. Alors encore, c'est jouer un rôle. Quand les influx crypto fêtent chaque nouveau pump comme si c'était Noël pour faire des vues sans effort, en fait, hein, surtout, c'est surtout ça l'objectif. Mais des fois, c'est aussi bien pour célébrer, hein. La vérité, je vous ai dit, hein, elle est fluctuante, ça dépend aussi des individus, ça dépend des moments, hein. Des fois, on peut être juste content parce que ça pump et être content pour de vrai, hein. Mais des fois, c'est juste pour faire des vues. Autre exemple, quand les influx crypto vous demandent quel est votre top 10 altcoin, et je le fais aussi, ou plus ou moins pareil, parce que ça génère de l'engagement facilement, mais c'est aussi parce que vous réagissez facilement à ce genre de questions. Bah oui, pourquoi se priver de faire des vues et d'avoir de la visibilité? C'est comme si on vous demandait, tiens, tu veux être plus riche toi? Tu veux qu'on t'aime, entre guillemets? Parce que c'est aussi ça, comment fonctionnent les algorithmes, hein. C'est pour ça, montrez-moi que vous m'aimez en commentaire pour l'algorithme. Tout le monde a envie d'être validé, donc c'est des choses normales. Quand les influx vous font croire que l'ensemble de leurs contenus sont des créations originales, alors qu'ils pompent une partie sur des influx US, ça c'est des pratiques, hein, ça se passe. Ou alors, quand ils pompent sur des groupes privés. Ou alors, quand ils font produire le contenu par des petites mains, on appelle ça des copywriters. C'est aussi des choses qui existent. Il y en a plusieurs qui se sont même proposés à moi, par exemple. Mais après, ça peut être aussi parce que on délègue, parce que on n'a pas le temps d'être partout, parce que ça demande du temps. Ça peut aussi user votre santé, jouer sur votre sommeil, de travailler autant. En fait, ça peut aussi se comprendre, hein. C'est pas juste vous mentir ou jouer un rôle, peut-être. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Je suis peut-être pas concerné, j'en sais rien, je suis peut-être pas influx ou créateur de contenu, dites ça comme vous voulez. Ou alors quand les influx, un autre exemple, quand les influx demandent à ChatGPT d'écrire des posts à leur place et que leur texte manque d'âme. Là aussi, quelque part, il y a de la triche, non? Mais ça peut être aussi plus pratique quand on travaille beaucoup. Moi, je le fais pas, hein. Je vous signale, je ne le fais pas, moi, j'aime bien qu'il y ait de l'âme dans les textes. Autre exemple, quand ils vous brossent dans le sens du poil, alors que parfois, certains mériteraient des injures, vraiment, pour être honnête, hein. Si je dois être honnête, c'est vrai. Des fois, certains, tellement vous mettez notre patience à rude épreuve. Il faut rester zen, c'est pas toujours simple. Des fois aussi, les influx peuvent se retenir d'insulter des mamans, et je reste poli, face à des tweets de haters, alors qu'en fait, ce serait légitime de temps en temps de chier à la gueule des haters. Ils le méritent. Ou alors, est-ce qu'on joue pas aussi un rôle quand on continue de créer du contenu tous les jours, avec bonne humeur, alors que dans la réalité, comme dans la vie de tout le monde, il y a des aléas, il y a des hauts, il y a des bas, et comme pour tous les êtres humains en fait. Pourquoi un influx serait différent? C'est pas un être humain, un influenceur. Mais après avoir bien détaillé à quel point les influx crypto vous mentaient, jouaient un rôle et faisaient semblant, posons une autre question. Est-ce que toi, derrière ton écran, est-ce que toi aussi, tu ne fais pas semblant des fois? Non, jamais? Vraiment? Bah on va peut-être regarder. Il y a peut-être des exemples qui peuvent montrer le contraire. Je suis sûr qu'à un moment, vous êtes forcément dans cette configuration. Si on est honnête, hein, en tout cas. Hein. Par exemple, quand on dit bonjour à des inconnus, parce que c'est une convention sociale, à force ça devient une habitude, et on le pense pas forcément. Je m'inclus dedans. Des fois, je peux dire bonjour sans le penser. Même si, pour le coup, moi, la plupart du temps, je le pense. Ou alors quand on fait un taf qu'on n'aime pas, ou pas vraiment, ou à moitié, et je parle pas forcément d'un job de merde, je parle même de jobs qui peuvent être cadre sup, ou avec un statut social qui est très très bien. Mais si ça ne vous remplit pas, si ça vous satisfait pas, si vous y trouvez pas de sens, mais que vous continuez, parce que vous savez pas quoi faire d'autre, et que vous devez payer votre loyer et nourrir vos enfants, est-ce que vous faites pas aussi semblant? Est-ce que vous jouez pas aussi un rôle? Et ça, c'est pas vous jeter la pierre, c'est juste que c'est la réalité du monde. Je ne crois pas que 100% des gens soient satisfaits de leur travail. J'ai même vu des études où c'était 70% des gens qui n'étaient pas satisfaits de leur travail. Mais autre exemple, qui reste dans le cadre du travail, quand on tape la discute avec des collègues alors qu'on n'a rien en commun avec eux, finalement on aimerait peut-être être ailleurs, être avec sa famille ou avec des amis, mais on est obligé d'être là, et du coup on fait comme tout le monde. Là aussi on fait semblant. Quand on dit qu'on va arrêter de fumer, mais qu'on ne le fait pas, j'ai un pote comme ça aussi. Le nombre de fois où il nous dit qu'il va arrêter de fumer, bon bah à chaque fois il reprend. Hein. Ou alors quand on dit que ça va, quand on nous demande si ça va, mais en fait ça va pas. Mais c'est compliqué de dire bah non, non en fait ça va pas, je viens de divorcer, ma mère est morte, ou des trucs comme ça. C'est compliqué non? Donc on dit ça va, voilà. On préfère passer notre tour. Et du coup mentir et jouer un rôle. Quand on invente une excuse aussi pour pas aller à une soirée parce qu'on a la flemme, ou qu'on n'aime pas des personnes qui s'y trouvent, bah on ment aussi. Quand on dit pas vraiment ce qu'on pense dans une conversation, parfois sur des sujets qui peuvent être compliqués, on sait à quel point la société est divisée en plus. Et
et les gens souvent ne font pas preuve de nuance. Les gens aiment avoir un avis tranché, même sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, les conversations peuvent partir en cacahuète. Du coup, des fois on préfère se taire et ne pas dire ce que l'on pense vraiment. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas forcément pas authentique, c'est pas forcément que vous êtes un menteur, mais vous êtes obligé des fois de jouer un rôle. Ou tout simplement, hein, quand vous trompez votre femme ou votre mec, il y a aussi des études qui montrent qu'il y a plus de 50% des gens qui ont déjà trompé leur conjoint. Donc voilà, je pense qu'avec les exemples que j'ai cités, forcément, à un moment, vous vous retrouvez dedans. Donc je pense que vous finissez par comprendre où est-ce que je veux en venir. Finalement, tout le monde joue un rôle, personne n'est 100% authentique en permanence. Les mensonges de ce monde nous obligent parfois à en faire autant, et c'est malheureux. Peut-être que on serait pas obligé si on se comportait de manière plus authentique et plus vraie, de manière plus bienveillante en fait. Peut-être que le monde serait différent et on serait pas obligé de jouer autant des rôles. Du coup, influx ou pas influx, ça change rien finalement. Donc arrêtez de vous montrer méprisant, comme si vous étiez meilleur que les autres, surtout quand vous êtes caché derrière l'anonymat des réseaux sociaux, hein, c'est facile, hein, c'est très facile, c'est très lâche même. Et puis influx ou pas influx, je vous dis, on devrait tous davantage faire preuve de respect envers autrui, être moins hypocrite, et puis avant de juger les autres, commencez à vous juger vous-même. C'est plus facile de juger les autres plutôt que soi-même. Maintenant que vous avez compris que tout le monde triche, même vous, à des degrés différents, bien évidemment, du coup sachez faire aussi la part des choses. Certains mentent plus que d'autres, et certains se mentent même à eux-mêmes à force de jouer des rôles. On joue tous des rôles. Décidez de quel est votre rôle dans tout ça. Ce sera le mot de la fin. Si vous voulez jouer un rôle sympa pour moi, maintenant vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications, mettre des commentaires, vous avez bien compris, et puis me suivre sur mes réseaux sociaux. J'espère que vous avez apprécié les réflexions et tout ça. Je vous laisse parce que je suis pressé, je vous dis, j'ai aussi beaucoup de travail et beaucoup d'obligations personnelles, comme tous les êtres humains, voilà. On peut avoir des hauts, des bas et des aléas dans notre vie. Du coup, je vous dis salut à tous, et je vous souhaite une excellente soirée, et je le pense vraiment.